Donc souvent, il y a des élèves qui viennent me voir, ils me proposent des calculs extrêmement compliqués, qui durent une dizaine de lignes, et ils me disent « je suis bloqué, qu'est-ce que je fais ?» En général, ce que je leur réponds, c'est que moi, au bout de la deuxième ligne, j'aurais arrêté net. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un problème qui arrive très fréquemment. Je n'arrive pas à commencer mes exercices, que dois-je faire? Donc il faut vraiment savoir tout d'abord que tout le monde en est vraiment passé par là à un moment donné. Quand on introduit des nouvelles notions, quand on introduit des nouveaux concepts, il arrive forcément un moment où on comprend la raison d'exister des notions, peut-être, mais on n'arrive pas à faire les exercices avec. Dans cette émission, je vais t'expliquer que c'est un phénomène qui est compréhensible, et t'expliquer aussi comment y remédier pour arriver à faire tes premiers exercices sur un chapitre donné. Le premier point dont je voudrais te parler, c'est que c'est un phénomène qui est compréhensible. Alors si on fait une métaphore, on peut envisager le cours comme une boîte à outils. Chaque proposition et chaque théorème, ça va être par exemple un outil. Les exemples, ça va être des exemples d'utilisation de ces outils. Sauf que les exercices, c'est quelque chose que tu dois construire avec ces outils. Et on t'indique pas forcément l'outil à utiliser. Dans les exemples, on t'a montré, voilà, avec tels outils, j'arrive à assembler 2 planches. Avec tels outils, j'arrive à planter un clou dans une planche, etc. Dans un exercice, on te dit, construis-moi ça. Et on te donne pas l'outil à utiliser. Et même souvent, quand tu commences, c'est juste le problème de choisir le bon outil qui est la difficulté de l'exercice. Si on te donne l'outil à utiliser, tu vas le réussir. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement en algèbre linéaire. Une fois qu'on a réussi à reformuler le problème, en général, en algèbre linéaire, tu vas toujours te retrouver à résoudre un système linéaire, et en général, résoudre un système 3-3, il n'y a aucun problème. La seule difficulté, c'était de comprendre de quoi il s'agit, et comprendre de quoi il s'agit, en général, ça te donne l'outil adéquat pour répondre à la question qu'on t'a posée. Donc ce que font certains élèves, qui est une première approche qui peut fonctionner très correctement dans un premier temps, c'est l'approche élémentaire. C'est-à-dire tester toutes les techniques une par une, jusqu'à ce qu'on en trouve une qui fonctionne. Donc imaginons que tu aies 3 méthodes pour démontrer qu'une famille dans un espace vectoriel est une base, tu vas tester les 3 méthodes, et dès que tu en trouves une qui fonctionne, tu vas dire « ok, c'est bon, j'ai réussi ». Alors ça, je t'en reparlerai à la fin de l'émission, mais là j'aimerais bien me placer dans le cas où tu n'arrives même pas à faire fonctionner une seule méthode pour résoudre un exercice donné. Et ça, c'est un problème en fait qui vient d'un manque d'expérience, qui est tout à fait normal quand on commence. Parce qu'il y a une confusion possible entre les méthodes qui pourraient fonctionner et les méthodes qui ne pourront pas fonctionner. Alors je vais te donner 2 exemples. De temps en temps, la bonne méthode, elle va engendrer des calculs qui sont assez gros. Et toi, tu vas te dire, ouais, mais t'as vu la tête des calculs, c'est sûr c'est pas cette méthode, donc je vais en essayer une autre. Au contraire, l'autre méthode, elle te paraît beaucoup plus attrayante parce que t'as réussi à commencer à faire un calcul, sauf qu'en fait, quelqu'un qui a expérimenté, il va tout de suite voir que ce calcul t'arrivera jamais à le terminer. Et toi, tu vas te retrouver bloqué, persuadé que t'as choisi la bonne méthode, alors qu'en fait, t'avais seulement choisi la mauvaise méthode, et t'avais fait demi-tour à un moment où t'étais sur la bonne piste, parce que t'avais pas encore la capacité de reconnaître que tu l'étais. Alors le problème, pour terminer sur ce dernier point, c'est bien de commencer quelque part. C'est-à-dire qu'avec la culture, avec l'expérience, l'instinct de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas va se développer, et donc t'auras plus ces problèmes du tout début. Mais là, les 2 points que je vais développer ensuite visent vraiment à te permettre de réussir tes tout premiers exercices. Alors justement, le premier axe de travail pour réussir ces exercices, c'est la création d'une culture. Donc si tu n'as pas compris comment utiliser les outils, tu as sans doute besoin d'en voir plus. C'est-à-dire que si tu as compris les définitions, les propositions, les exemples de cours, peut-être que tu vas estimer que ça ne suffit pas, que voir 1 ou 2 exemples après une proposition, ça ne te suffit pas, il t'en faudrait 5, 6, 7 pour vraiment repérer le schéma qui se répète et repérer pourquoi on a l'idée d'utiliser telle proposition à tel endroit. Alors là, je peux te proposer quelque chose de très concret, c'est de lire des énoncés d'exercice et de lire juste après la solution, sans chercher. Ça, c'est quelque chose qu'on va rarement te recommander, puisque en fonction des contextes, ça peut être contre-productif, mais quand on est vraiment au tout début, c'est quelque chose qui est extrêmement utile à faire, et je peux personnellement te dire que je l'ai fait vraiment énormément. Ton objectif, quand tu fais ça, ça doit être de regarder les techniques mises en œuvre. C'est-à-dire que bien sûr, tu ne vas pas vraiment apprendre à utiliser toi-même ces techniques, mais tu vas les regarder mises en œuvre sur un premier exemple, un deuxième, un troisième, un quatrième, et au bout d'un moment, à force de voir cette technique mise en œuvre sous tes propres yeux, tu vas être en confiance et tu vas dire « Ok, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se répéter, je vais tester sur un exercice pour voir si j'arrive à le faire moi-même. » Le but aussi de lire des énoncés et des solutions juste après, c'est de comprendre comment ils ont fait pour mettre en œuvre la technique, et justement d'éviter ces points de frottement où toi tu pourrais t'arrêter parce que tu te dis « Oulala, le calcul qui arrive, il a pas l'air bien jojo », alors qu'en fait il suffisait d'insister sur ce calcul et t'aurais été sur la bonne voie pour réussir. Donc pour résumer,
Le but de lire des solutions, c'est aussi de comprendre quel genre de calculs sont engendrés par quelle technique, quel genre de raisonnement on va employer avec telle ou telle propriété, et finalement se bâtir petit à petit une culture générale, même si pour l'instant on n'est pas capable de mettre en œuvre ces techniques-là. Enfin, le but de lire des solutions, ça peut être aussi pour toi de repérer des points où toi tu n'aurais pas eu idée de continuer. Donc pour ça, je te suggère de lire les solutions ligne à ligne et d'essayer à chaque fois de deviner un peu ce qui va se passer après. Parce que si tu vois quelque chose qui te surprend complètement, eh bien c'est quelque chose dont il faut prendre note pour espérer un jour être en mesure de le reproduire. Alors justement, ça fait la transition vers mon troisième point qui est la culture des idées maintenant. C'est-à-dire qu'à ce stade, tu as travaillé ton cours, tu as lu des solutions, et tu disposes de toute la matière nécessaire pour réussir les exercices. Mais tu ne sais pas encore t'en servir. C'est-à-dire qu'avec le premier axe de travail, la création d'une culture, finalement on est venu complémenter ton cours en illustrant ton cours plus abondamment qu'il ne l'était. Ton professeur ne peut pas faire 5 ou 6 exemples par théorème ou par propriété, mais si tu t'appuies sur un livre, tu peux très bien lire 5 ou 6 exemples d'un théorème d'une propriété pour constituer un champ d'application plus grand que ce qu'on t'avait donné à l'origine. Ce que je te propose de faire ensuite, c'est de reprendre le travail sur des exercices. Cette fois, tu vas lire un énoncé et tu vas réfléchir, disons, 2 à 5 minutes et tu vas noter ce qui te vient. Normalement, il va te venir des choses que tu as déjà vues, parce que tu seras imprégné des méthodes, des techniques que tu viens de voir, donc il va te venir des choses. Je n'ai pas dit qu'elles devaient être justes ou fausses, je te propose juste de noter ce qui te vient à l'idée. Ensuite, ce que je te suggère de faire, c'est de comparer tes idées à la solution et te demander si c'est possible de passer de ton idée à la solution. C'est-à-dire te demander, est-ce que tu étais vraiment parti sur une fausse piste, ou est-ce que tu commençais à avoir un tout petit bout d'idée qui pourrait ressembler à la solution. Donc finalement, à ce stade, on est en train d'essayer de relier, de câbler tes idées avec la solution mathématique, qui est peut-être encore loin pour toi, mais peu importe, on essaye de faire un pas sur ce chemin. Alors, il va vraiment falloir essayer à ce stade de comprendre pourquoi ton idée était bonne et pourquoi ton idée n'était pas bonne. Ça, c'est le moment où tu te questionnes et tu retrouves encore ce thème du pourquoi. C'est-à-dire, il faut que tu trouves les moyens de te dissuader de partir sur les pistes qui étaient vraiment très mauvaises, et les moyens de t'encourager sur des pistes qui étaient prometteuses. Il faut que tu arrives à trouver des raisons rationnelles qui dépassent le cadre de l'application au hasard de toutes les méthodes possibles. Mais ça, je sais très bien que c'est difficile, parce que justement, si tu te reconnais dans cette émission, c'est que justement tu n'arrives pas à faire tes exercices. Donc porter un regard critique sur ce que tu fais, sur les idées que tu as, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très difficile. Et c'est là qu'intervient la communication, et où je te suggère de demander de l'aide à tes camarades et à ton professeur. D'une part, eux auront le recul pour te dire si tes idées sont bonnes ou non et pour pouvoir t'expliquer pourquoi c'était potentiellement de bonnes idées et comment t'aurais pu essayer de les pousser un peu plus loin pour te mettre sur les rails de la solution, ou alors t'expliquer pourquoi eux, à ta place, quand tu t'es lancé dans une mauvaise méthode, qu'est-ce qui aurait fait que eux se seraient arrêtés. Donc souvent, il y a des élèves qui viennent me voir, ils me proposent des calculs extrêmement compliqués, qui durent une dizaine de lignes, et ils me disent « je suis bloqué, qu'est-ce que je fais ?» En général, ce que je leur réponds, c'est que moi, au bout de la 2e ligne, j'aurais arrêté net, et que j'aurais essayé autre chose avant de continuer sur cette piste que j'aurais qualifiée rapidement de désespérée. En plus de ça, si tu demandes de l'aide, les personnes qui t'aident pourront peut-être identifier que l'idée que tu avais eue, c'était le début d'une 2e solution à l'exercice que tu t'étais posé. Donc ça, si tu travailles tout seul, tu vas pas forcément le voir et tu vas te dire « ah mince, mon idée c'était une mauvaise solution ». Peut-être pas en fait. Et ça, justement, il vaudrait mieux que tu sois au courant avant de jeter au placard une idée qui en fait peut-être était une 2e solution tout à fait acceptable de l'exercice que tu étais en train de résoudre. Donc si je dois résumer ce point de la culture des idées, c'est vraiment la notion que tes tout petits bouts d'idées, ils ont de la valeur, parce que c'est quelque chose. Et que ce soit des idées qui soient fausses mathématiquement ou des idées qui soient justes mathématiquement, les deux vont te donner des indications sur ce qu'il faut faire ensuite. Si tu fais l'effort de leur donner du sens et de les cultiver soit vers quelque chose qui va te dissuader d'employer telle ou telle méthode, soit vers quelque chose qui va te permettre de dire « ok, quand j'ai cette idée-là, en général, c'est ce théorème qui fonctionne, ça fait 5 fois que ça a marché, donc la 6e fois, normalement, si tout se passe bien, ça fonctionnera aussi. » Et ça rejoint aussi l'idée, finalement, qu'il ne faut pas tout effacer. Et c'est pour ça que je te parlais il y a quelques jours de ces élèves qui, en colle, effacent le tableau dès qu'on leur dit que l'idée était fausse. C'est quand même dommage parce qu'en fait, avec ce que je viens de développer aujourd'hui, on peut faire en sorte que cette idée, juste ou fausse, débouche finalement sur la solution avec un peu d'aide. Pour résumer, ne pas arriver à faire ses premiers exercices sur un chapitre, c'est tout à fait normal, et c'était mon cas. Les 2 idées principales que je t'ai données,
c'est essayer de créer une culture, c'est-à-dire de lire beaucoup de solutions et d'essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi la solution a eu l'idée de faire telle chose, pourquoi la solution a eu l'idée de mettre en œuvre telle technique, etc. Donc en fait, ce que tu vas faire comme ça, c'est enrichir les illustrations qui sont déjà dans ton cours, qui sont déjà dans les exemples et dans les exercices de travaux dirigés. Peut-être que les 10 exemples que tu as ne te suffisent pas, qu'il t'en faut 20, qu'il t'en faut 30, et il n'y a aucun problème avec ça. Une fois que tu as suffisamment d'exemples et que tu te sens en confiance, que tu commences à voir les choses qui se répètent, tu vas essayer de cultiver tes idées. C'est-à-dire que tu vas chercher des exercices, tu vas noter tes idées, et tu vas essayer de les câbler soit vers des choses qui vont te dissuader de poursuivre sur cette idée, soit vers une méthode existante qui se déclenchera lorsque tu auras telle ou telle idée. À partir d'un certain moment, tu vas être capable de réussir tes premiers exercices, et ensuite c'est plus vraiment dans les solutions d'exercices que tu puiseras ton expérience, mais ça sera aussi dans tous les exercices que tu auras réussi à faire. Et à partir de ce moment-là, tu pourras te demander est-ce que j'ai pas des méthodes plus efficaces pour réussir tel ou tel exercice, etc. Ça c'est le thème que je vais traiter dans la prochaine émission, mais pour l'instant on va considérer que c'est un luxe, et je t'invite, si tu n'arrives pas à faire tes premiers exercices, à essayer vraiment de mettre en œuvre ce que je t'ai proposé aujourd'hui. Avant de terminer, j'aimerais bien te demander un petit service, et en fait c'est le même que celui de l'émission précédente. Si tu as des questions, si tu as des thèmes que tu voudrais que j'aborde, d'une part, je me ferai une joie de te répondre, et d'autre part, je te dirai si j'estime que je suis capable de fournir une pensée cohérente pour répondre à ta question dans les prochaines émissions. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.